Donc, je vais appeler Christina Alexopoulos de Girard, qui travaille sur l'accompagnement thérapeutique de personnes en situation d'exil. Tout à fait. Donc, confrontées à des expériences traumatiques majeures. Vous êtes psychologue clinicienne, travaillez aussi en psychanalyse et en psychopathologie. Il me semble qu'une partie des travaux qui ont été les vôtres précédemment essayaient d'établir en fait l'importance de la mise en mots de la narration, avec une référence qui m'intéresse, la référence à Paul Ricoeur. Nous vous écoutons. Je vous en remercie. Alors, je tiens à remercier aussi, bien sûr, Jeanne pour son témoignage extrêmement poignant et qui nous permet justement de réfléchir à tout ce travail de métabolisation qu'on est amené à mener à niveau individuel et groupal. Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée, donc en premier Simon Pintel et Laurence Collet-Roth, également le directeur de la Maison des Yeux, Dominique Vidot. Mais j'en profite pour remercier également le modérateur, David Chabin, qui est là depuis ce matin à essayer de nous aider dans ce travail d'élaboration collective. Et j'aimerais bien aussi vous dire un grand merci à tous d'être là et aux intervenants qui m'ont précédé depuis ce matin et qui, d'une certaine façon, ont déjà dit des choses qui vont résonner avec ce que je vais essayer d'apporter de mon côté. Je pense notamment que l'intervention d'Alain Sautreau est particulièrement en résonance avec ma propre réflexion aujourd'hui. Donc, ma présentation va porter sur l'accompagnement thérapeutique des personnes en situation d'exil qui ont été confrontées à des traumatismes très importants avant, pendant et après leur parcours migratoire, avec cette temporalité ternaire qui me semble aussi importante pour penser le télescopage des différentes expériences. Donc, je vous présente en premier, peut-être pour introduire mon propos, le contexte de mon intervention. J'interviens en tant que psychologue clinicienne dans un centre d'hébergement d'urgence en région parisienne. Mon expérience est aussi une expérience de terrain dans des campements sauvages, dans la périphérie de Paris, dans différentes villes telles que, par exemple, Aubervilliers, Saint-Denis, et aussi une expérience dans d'autres centres d'hébergement d'urgence. Je pense notamment à un centre situé à Bobigny, toujours dans le 93, département le plus jeune et le plus pauvre de la métropole. Donc, en ce qui concerne le public sur lequel finalement cette intervention prend appui, c'est un public de personnes primo-arrivantes en situation d'exil et de précarité extrême. Donc des personnes qui viennent d'arriver en France après avoir fui des pays en guerre, des pays qui connaissent des régimes dictatoriaux ou encore des pays dans lesquels des violences d'ordre ethnique, confessionnel, politique sont perpétrées à leur encontre. Ce que je vais essayer de questionner avec vous, et vos apports me seront précieux, ce sera justement les modalités d'accompagnement thérapeutique. Donc, comment appréhender les difficultés liées au traumatisme à répétition, quels dispositifs et quels moyens thérapeutiques mettre en place, et dans quel objectif thérapeutique. Il s'agira de prendre en considération la singularité du trauma, d'adapter donc le dispositif aux besoins de ce public, d'être au plus près de ses attentes, et en même temps de tenir compte à la fois de l'histoire singulière de chaque patient et aussi de celle de ses groupes d'appartenance et de référence. La dimension groupale, collective, est très importante. Le risque, quand on accompagne ce type de public, et ça a été dit aujourd'hui tout au long de la journée, c'est d'être pris dans une sidération de la pensée qui pourrait empêcher tout travail d'élaboration. Le gel traumatique fige, et le risque serait justement de ne plus être apte à mener ce travail d'élaboration, de compréhension, d'interprétation. Et donc, le fil conducteur, ce qui me permettra finalement d'essayer de répondre aux questions que j'ai posées, c'est celui du lien intersubjectif en tant que modalité thérapeutique, en tant que modalité favorisant un travail de liaison intrapsychique,
un travail donc de mise en contact de tous ceux que le traumatisme avait participé à cliver, à séparer. Et donc mon hypothèse, que j'ai essayé d'explorer aussi dans une thèse que j'ai soutenue en 2019 sous la direction d'Uriel Rosenblum, que je tiens aussi à remercier pour son accompagnement. Donc mon hypothèse, c'était justement que le lien intersubjectif pourrait participer activement à ce qu'il y ait un travail de liaison intrapsychique et que donc une clinique fondée sur ce lien pourrait permettre de restaurer de capacités du côté de la liaison, là où la désintrication pulsionnelle, la destructivité, la négativité, la pulsion de mort l'emportent. L'idée aussi était que cette liaison intrapsychique pourrait par la suite se manifester dans une restauration des capacités narratives du sujet. On sait que le trauma attaque justement la capacité de mettre en mots, de mettre en image, de mettre en figure son expérience subjective, et donc une restauration de ces facultés narratives, c'est aussi la capacité de pouvoir raconter quelque chose de son histoire, de s'approprier des parties qui sont restées sous silence et de pouvoir transmettre cette expérience-là à un autre, à un tiers, placé en position de témoin du témoin. Et donc c'était aussi cette adresse-là qui m'a semblé intéressante à questionner à travers le fil conducteur du lien. Pour essayer donc de décliner cette question de l'accompagnement thérapeutique dans une clinique du lien, je me propose de procéder en 3 temps. Dans une première partie, essayer d'aborder la singularité du travail clinique auprès des personnes profondément traumatisées, pour essayer justement de penser ce passage de la rupture à la restauration du lien. Une seconde partie qui sera consacrée à la remontée du contenu manifeste, donc d'une sémiologie parfois débordante dans le cas du trauma, au sens latent, au sens donc profond, qui se trouve derrière la création justement de symptômes, des symptômes qui sont à ce moment-là appréhendés comme autant de constructions subjectives et groupales, permettant au sujet d'exprimer quelque chose de son histoire face à des conditions externes qui ont rendu impossible une autre modalité de négociation avec la réalité externe. Et donc, une troisième partie de mon travail sera consacrée au travail de liaison dans la mise en récit de son histoire. Pour commencer, quel travail clinique auprès de personnes traumatisées par le social et le politique? Je voudrais attirer votre attention à une spécificité, à une singularité de cette clinique. On a affaire à des personnes qui sont traumatisées, non pas suite à une catastrophe naturelle, mais à des personnes qui sont traumatisées, et François Sironi le montre bien dans ses travaux, par une intentionnalité de faire du mal. C'est-à-dire qu'il y a une volonté délibérée de détruire. Il y a une volonté de destruction, d'anéantissement, d'extermination. Et c'est cette intentionnalité-là qui est au cœur d'une réflexion sur l'articulation de l'individuel et du collectif. Une réflexion autour de ce qui relève de la singularité du sujet, de chaque patient en particulier, du sort d'une communauté, donc de l'histoire particulière d'un groupe, et de l'universalité de notre condition d'humain, de notre destinée commune à tous. Il a été question aujourd'hui de communauté de destin. Je pense que c'est un terme qui peut permettre de penser aussi ces 3 étapes, en partant du singulier pour aller vers l'universel, en passant par la particularité de notre appartenance groupale. Je fais ici aussi référence aux travaux de René Caès, qui s'est intéressé justement aux identifications originaires, primaires et secondaires, avec même une réflexion sur les tertiaires. Il me semble qu'il est d'autant plus important de questionner la singularité de cette clinique-là que nous avons affaire à des traumatismes qui sont perpétrés à l'encontre des personnes sur plusieurs générations. Et cela a été bien montré aussi dans les témoignages de Jeanne, quand elle nous a dit tout à l'heure que sa propre maman avait assisté à des massacres. Cela était vrai dans ma clinique auprès des patients originaires du Darfour, où il y a une dimension de transmission transgénérationnelle de traumatisme et de réactivation de ces traumatismes par des nouvelles confrontations à des traumas dans les générations qui arrivent. Donc une discrimination qui se fait sur plusieurs générations et qui engage le corps.
Le corporel se charge de dire la présence du trauma quand tout le reste est défaillant, quand tout le reste ne peut pas le faire. Et je pense là plus singulièrement à des patients qui ont eu beaucoup de mal à articuler justement le récit, mais qui m'ont exprimé par une mise en narration corporelle tout leur mal-être. Je vais revenir par la suite sur cette question. Il me semble aussi que la désorganisation corporelle à laquelle il a été fait allusion ce matin est un concept particulièrement apte à décrire justement l'état d'un corps traumatisé, l'état d'un corps en souffrance qui devient une caisse de résonance de l'expérience traumatique et dans son accumulation. Je voudrais à ce moment plus précisément donner un exemple pour essayer justement de montrer en quoi le corps peut devenir le réceptacle d'une expression qui se trouve à court d'autres moyens d'expression, donc d'une narration particulière. Je pense à un patient guinéen qui avait assisté à la mise à mort de ses compagnons de voyage, des personnes qu'il connaissait bien, avec qui il était parti de Guinée. Et en fait, ils se sont retrouvés dans le désert, ils sont arrivés ensemble en Libye, ils ont été kidnappés, enfin détenus par des milices libyennes. Et à un moment donné, on leur a donné en arabe l'ordre de se mettre par terre, de s'asseoir. Et en fait, il ne parle pas l'arabe, donc il n'a pas compris l'injonction. Ses compagnons de route non plus. La personne qui a commencé à tirer, ils étaient placés, on va dire, dans un cercle, donc il a commencé à tirer, tant et si bien que ses compagnons de route se sont retrouvés à terre, morts sur le champ. Et là, il a compris qu'il fallait qu'ils se mettent par terre. Cet homme, pendant plusieurs mois, il n'a pas réussi à s'asseoir. C'est-à-dire que pendant le travail clinique que nous avons initié dans le centre d'hébergement d'urgence, il était tout le temps en mouvement. Et il a fallu tout un travail d'élaboration pour qu'il arrive à investir tout simplement le dispositif traditionnel et s'asseoir. Donc cela exprime aussi, finalement par le corps, une partie de l'histoire qui a mis du temps à être mise en mots. Je voudrais à ce moment attirer aussi votre attention sur un aspect qui me semble particulièrement important pour penser la singularité de cette clinique et qui relève de notre propre positionnement face à tout cela. C'est-à-dire qu'on est particulièrement convoqué sur le plan transféro-contre-transférentiel. Un patient qui vient du Darfour et qui m'explique, en parlant justement de différents registres d'identification d'ANKS, parle de son côté, qui m'explique donc que pendant sa traversée de la Méditerranée, juste avant de débarquer, il y a eu un passeur libyen qui a arraché à une copassagère, une dame somalienne, son bébé et l'a jeté dans la mer. Donc lui, il a assisté en tant que témoin impuissant de cette situation-là, d'un enfant qui est arraché à sa mère et qui est jeté dans l'eau. C'est une image qui m'a longtemps hantée. Et donc, quand j'ai pensé à préparer le texte et ma communication d'aujourd'hui, j'ai pensé à cette image dont j'avais parlé aussi à Madame Salomonovic, et qui avait initié toute une réflexion. D'ailleurs, je tiens à la remercier aussi, parce que c'est aussi grâce à elle que je suis un peu aujourd'hui avec vous. Et donc, cette image d'un enfant, vous voyez, j'ai eu besoin d'en parler à plusieurs personnes et j'ai encore besoin d'en parler aujourd'hui devant vous. C'est vous dire à quel point c'est quelque chose qui me travaille, en me disant, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un jeune homme libyen pour qu'il arrache un bébé à sa mère au moment où toutes ces personnes-là sont sur un petit bateau de fortune sur le point de partir et le jeter dans l'eau? Pourquoi tuer ce bébé? Du coup, j'ai associé sur la détresse du nourrisson, sur la notion de DZ, qui a été justement développée par Freud. Et en même temps, toutes ces notions-là, qui parlaient de notre détresse originaire, du bébé en nous, m'ont permis de réfléchir, mais la question reste ouverte. Qu'est-ce qui peut faire que l'attaque d'un enfant devienne une sorte de priorité pour cet homme, hein? Pourquoi il a eu ce besoin-là? Qu'est-ce qui a pu se passer pour lui? Et qu'est-ce qui a pu bien se passer aussi pour mon patient qui, lui, au Darfour, il avait assisté au meurtre des membres de sa famille.
Donc comment la mort de cet enfant, enfin de ce bébé, était la mort qui a fonctionné comme un après-coup face à plein d'autres traumatismes qui l'avaient précédé. Cela m'engage aussi donc dans une réflexion sur notre propre positionnement face à ce genre de situation. Je pense aussi à la notion de Pierre de Launay, les 4 types de transferts. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc je partage avec vous des outils aussi qui ont pu m'aider dans ma clinique. Pour Pierre de Launay, il y a le transfert direct. On fait vivre à son thérapeute ce qu'on a déjà fait vivre à d'autres personnes. On répète, on arrive en retard chez son thérapeute comme on arrive en retard partout. Il y a le transfert provoqué, où l'analyste répète le crime, c'est-à-dire que le patient induit chez son thérapeute un certain type de réaction. Par exemple, un enfant qui aurait été rejeté par ses parents et qui va s'arranger pour que toutes les institutions d'accueil le rejettent d'une certaine façon. Et le piège, ce serait que le thérapeute lui-même soit dans une attitude de rejet. Un troisième type de transfert, le transfert inversé, globalement ce qu'on connaît en tant qu'identification à l'agresseur, pour reprendre les termes d'Anna Freud, où on fait à l'autre ce qu'on nous a déjà fait. Donc on reproduit sur autrui ce qu'on a subi, on devient agresseur après avoir été victime. Et le transfert interne, faire à soi-même ce qu'on nous a fait. On nous a manqué d'affection et on a beaucoup de mal à s'aimer. Donc ces notions-là m'ont permis aussi de penser sur le positionnement qui pourrait être le plus adéquat. J'en arrive ainsi donc à une réflexion sur quel type d'accompagnement peut-on proposer. Vous savez que depuis sa fameuse lettre de l'équinoxe, Freud, le 21 septembre 1897, abandonne sa neurotica et donc abandonne toute sa piste de recherche sur une séduction réelle pour faire tout transposer sur le plan de la réalité fantasmatique. Ferenczi saura montrer à quel point le traumatisme dans sa réalité est important à prendre en compte et important surtout à ne pas nier dans sa réalité. Donc comment peut-on se positionner quand on est appelé à nommer ce qui relève de la violation des droits fondamentaux de la personne, quand on est appelé à restituer un ordre symbolique face à ce qui relève de l'effondrement des garants métasociaux et métapsychiques, pour reprendre les termes de Touraine, de Caès et de Katz. De mon côté, j'ai essayé d'instaurer un cadre souple et solide, accepter les gens avec 5 heures de retard, en sachant que leur temporalité psychique n'en était pas là et qu'ils ne s'étaient pas sentis suffisamment attendus dans leur existence. Ils avaient été brusqués dans leur temporalité, donc Et en même temps, être là, malgré tout, toutes les semaines, alors que la semaine d'avant, la personne n'était pas venue, et la semaine précédente non plus. Tenir, malgré tout, face à la destructivité de l'autre. J'en arrive ainsi à ma deuxième partie, qui porte sur la remontée du contenu manifeste au contenu latent. Une symptomatologie à déchiffrer en relation avec l'histoire du sujet et celle des événements traumatiques. J'essaierai de détailler dans cette partie les mécanismes de défense, les différents symptômes observés et surtout le sens sous-jacent de tout cela en relation avec le contexte des événements et l'histoire singulière du patient. Donc, face à une catégorisation nosographique qui aurait tendance, dans une certaine psychanalyse traditionnelle, à imaginer les choses en termes de structure ou même d'organisation psychique, j'ai envie de dire que les situations psychotisantes peuvent arriver à tout un chacun. Et finalement, ces catégories-là me semblent, donc les catégories traditionnelles, névrose, psychose et perversion, ou encore névrose, psychose, état limite, me semblent ne pas pouvoir rendre compte de l'expérience traumatique et de tout ce que cela peut déclencher en tant que mobilisation de mécanismes de défense très massifs. Des personnes qui sont dans le déni, dans la projection et dans le clivage face à des expériences extrêmes, c'est quelque chose d'extrêmement courant, même si ces personnes-là ne sont pas du tout organisées sur le mode de la psychose. Parmi mes patients, j'ai pu constater qu'il y avait un certain nombre de personnes qui souffraient de cauchemars, de troubles du sommeil, de l'appétit, des ruminations, des idées suicidaires, qui pouvaient avoir des passages à l'acte autodestructeur, des pratiques, des addictions. Et face à plein de symptômes très différents,
j'ai voulu essayer de restituer quelque chose du sens. En cela, je pense que toutes les personnes qui travaillent avec des personnes traumatisées ont à peu près la même expérience, hein. C'est-à-dire qu'on peut voir, par exemple, cela a été dit aujourd'hui, que plusieurs patients vont essayer d'oublier des choses extrêmement traumatiques. Et alors, en fait, ce qui va se passer concrètement, c'est qu'ils vont oublier tous leurs rendez-vous médicaux et ils n'arriveront pas du tout à oublier la scène de torture dans la prison. Alors nous, du côté de thérapeutes, bien sûr, on aurait aimé qu'ils puissent se souvenir de leurs rendez-vous médicaux et qu'ils puissent peut-être être moins focalisés sur la répétition traumatique de cette scène. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ce qui se passe, c'est que très très souvent, tous ces moments, on a été l'objet de la jouissance mortifère de l'autre, de l'objet du sadisme, de ses bourreaux. Tous ces moments-là vont revenir constamment, vont être réactualisés et souvent vont être présents dans des passages à l'acte autodestructeur, dans des tentatives de suicide, dans des pratiques d'addiction qui sont autant de tentatives de se soigner qu'autant de manifestations de la destructivité dont on avait fait précédemment l'objet. Se sentir déconnecté des sensations de son corps, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Finalement, faire la différence entre la faim et l'absence de faim, la chaleur ou le froid, le manque de sommeil ou la somnolence, peuvent sembler des choses assez difficiles, tant le thermostat interne paraît abîmé. Il s'agit donc là de restaurer quelque chose justement d'une reconnexion avec ses éprouvés, ses ressentis corporels, ses éprouvés émotionnels et finalement la réalité psychique qui se trouve derrière. Parmi les patients qui n'arrivent pas à quitter leur prison, ceux qui font des cauchemars traumatiques à répétition, il y en a certains qui s'infligent des situations d'échec, de rejet, de violence, dans une reproduction des sévices subis et dans une assignation aussi à une place victimaire. Dans le centre d'hébergement d'urgence, il y a eu très très souvent des peines d'exclusion qui ont été prononcées contre des personnes extrêmement fragiles. Et cela est très intéressant parce que ça montre à quel point les institutions n'étaient pas capables de métaboliser, de transformer la violence dont ces personnes avaient été les victimes. Souvent, on est face à des situations paradoxales, des injonctions dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez bien parlé d'injonctions paradoxales. Je pense à un patient qui avait été torturé pour avouer et qui a expliqué que ces codétenus qui avaient avoué ont été exécutés. Et donc, si on avoue, on va être tué, et si on n'avoue pas, on est torturé au risque d'être tué. Donc, dans les deux cas, il y a une impasse. Et cette impasse peut se retrouver après dans l'impression pérenne d'être face à une absurdité, à une perte de sens, à une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue, tellement on s'est déjà projeté dans l'idée d'être mort. Donc des tentatives de suicide qui peuvent être pensées aussi comme des réponses à des meurtres d'âme ou à des verdicts de non-existence. Quelques situations prototypiques, comme le fait d'assister à des violences sur des membres de sa famille, vivre la disparition de ses parents, être arrêté et torturé ou encore vendu en esclave, c'est très souvent le cas en Libye, et finalement des situations dans lesquelles le glissement dont on a parlé tout à l'heure peut opérer. Aux troubles liés au traumatisme enduré au pays d'origine se rajoutent les troubles liés aux expériences traumatiques pendant le parcours migratoire, avec une mention toute particulière pour la police bulgare, qui semble être d'une cruauté extrême. Cela ne viendrait en aucun cas, bien sûr, minimiser les actes inhumains dégradants commis par d'autres polices nationales, en Grèce, par exemple, mon pays d'origine, mais aussi dans l'ensemble des Balkans. Pourquoi j'ai fait mention de la police bulgare? Parce que j'ai tout un ensemble de patients afghans qui me racontent avoir été dénudés, torturés, reçus des décharges électriques, avoir eu des chiens qu'on a lâchés sur eux en Bulgarie. Et donc, ce sont des témoignages extrêmement récurrents. Et cela me semble très important parce que ce sont des gens qui fuient des pays en guerre, qui fuient la mort et qui retrouvent sur leur chemin des expériences d'agression majeures. Et qui, une fois arrivés dans les pays occidentaux,
où là ils espéraient que leurs droits seraient davantage respectés, peuvent être confrontés à d'autres formes de traumatisme, notamment de longs mois d'errance dans la rue, et un sentiment de ne pas exister aux yeux de l'administration, de ne pas exister aux yeux de passants, et finalement de revivre des expériences très présentes déjà dans leur parcours de rejet. Il y a un élément sur lequel je voudrais insister et qui porte justement sur la violence des traumatismes dans le pays d'accueil. C'est quelque chose qui nous convoque aussi du côté contre-transférentiel. Quand, par exemple, en tant que thérapeute, on a fait tout un travail pour que des personnes arrivent à raconter leur histoire et à aller à l'OFPRA, donc l'Office de protection, où justement ils seront amenés à raconter leur histoire et à demander des papiers. Et donc là, on a l'impression d'avoir participé au supplice de la baignoire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a essayé de faire en sorte que les personnes sortent la tête de l'eau. Et là, il y a une réponse négative qui vient justement de l'OFPRA, et on a l'impression de faire replonger les personnes. Et donc, on se dit, on a essayé de faire réanimer quelqu'un psychiquement, quelqu'un qui était déjà dans une très grande dépressivité, et là, la personne, elle est à nouveau très mal. Je pense plus spécifiquement à un patient qui était enfant soldat au Tchad, et qui a décompensé après avoir vécu des expériences très rapprochées dans le temps. La première, c'était celle d'avoir été auditionné par l'OFPRA, et ça s'est très mal passé parce qu'on lui a posé des questions qui ne faisaient pas sens pour lui, dans une culture du soupçon, de la preuve. Il a eu l'impression de vivre un véritable interrogatoire de police, de ne pas être cru, alors que ce dont il avait vraiment besoin, c'était d'une authentification de son expérience d'enfant soldat. Même si au moment où il a été auditionné, il venait à peine d'être majeur, puisque son parcours d'exil assez long avait fait qu'il arrive en France et qu'il passe devant l'OFPRA en étant à peine majeur. L'autre expérience était une photo. Il avait reçu une photo de sa famille, et donc il y a eu une sorte de réduction du clivage qui s'est opérée de manière extrêmement brusque, puisque cette photo de famille venait finalement le ramener à une histoire de laquelle il s'était complètement coupé. Une histoire de laquelle il s'était d'autant plus coupé qu'en arrivant en France, il avait eu de longs mois d'errance dans la rue, il avait développé une addiction au crack, il s'était adonné à des pratiques prostitutionnelles pour avoir de quoi subvenir à sa consommation. Et donc, finalement, au moment où il reçoit cette photo, il y a quelque chose qui se passe, et les différentes parties, les différentes facettes de son histoire, qui avaient déjà été mises à mal par le passage devant l'OFPRA, finissent par le déborder psychiquement. Il y a quelque chose d'impossible à lier, et il décompense. Et il va être en hôpital psychiatrique où il va essayer de mettre fin à ses jours. Donc il sera placé en chambre d'isolement, et là encore, il y aura plein de choses extrêmement compliquées pour lui. J'en arrive à ma troisième partie, donc sur la prise en charge thérapeutique fondée sur le travail des liaisons multiples, permettant la restauration des facultés narratives du sujet. Donc j'ai essayé de montrer jusqu'à présent, et ce sera aussi le cas dans cette troisième partie, l'importance d'un travail de liaison, d'abord du côté du lien à l'autre, parce que c'est justement le lien à l'autre qui a été mis à mal par toutes ces expériences de déshumanisation. Les images de soi, les images de l'autre, les images de notre humanité commune ont été destituées. Et il s'agit de restaurer quelque chose de ces bons objets internes, de permettre qu'il y ait une intériorisation de quelque chose d'un bon objet. Intériorisation donc qui demande de la part du thérapeute une très grande disponibilité, réactivité et un investissement important de la relation. Il s'agit donc de faire différencier la situation thérapeutique de la situation traumatique. Il ne s'agit en aucun cas, à mon sens, de faire revivre d'une manière ou d'une autre au patient l'expérience traumatique. Revivre un trauma ne permet en aucun sens, à mon humble avis, de soigner le trauma. Il s'agit bien sûr de l'explorer,
il s'agit d'essayer de le comprendre, mais en étant dans une situation très différenciée de la situation du trauma, c'est-à-dire en étant dans une attitude extrêmement empathique, extrêmement bienveillante, et en permettant justement aux patients de mesurer toute la distance qui sépare la situation clinique présente, c'est-à-dire le lieu, le temps et les personnes impliquées, avec la situation passée. À mon sens, le seul moyen de faire en sorte que le passé passe, c'est justement de faire en sorte que les deux triades énonciatives, celle du présent, du maintenant, donc ici, maintenant, avec une personne bienveillante, et celle du passé, soient bien différenciées. Cette distance chronologique, spatiale, relative aux personnes, peut à ce moment-là être subjectivement ressentie comme une possibilité, une potentialité de se pencher sur le passé traumatique. À ce moment-là, on peut travailler sur le télescopage entre les expériences passées et les expériences présentes et essayer d'aborder leur charge traumatique. Cela est très difficile, bien sûr, quand les conditions actuelles sont teintées d'insécurité, quand les personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, après un long parcours de combattants, se trouvent au privé du statut de réfugiés. Il s'agit de restaurer une narrativité multiple, une narrativité qui passe par la parole, qui passe aussi par le corps, mais qui passe aussi par différents moyens de médiation. Je pense ici au médium malléable, tel qu'il a été pensé par Marion Milner et René Roussillon. Donc un objet qui peut justement être dans cette position d'objet de transformation. Un objet qui puisse aussi survivre à l'attaque, à la destructivité du patient, et qui puisse permettre qu'il y ait un travail de liaison. Par son isomorphie, avec l'expérience traumatique, avec le ressenti de l'expérience traumatique, le corps se prête aussi à une mise en narration qui peut être extrêmement importante à explorer. Donc, qu'il s'agisse de pratiques relevant par exemple de la dramathérapie, ou encore des pratiques relevant d'un médium malléable, tel que l'argile, l'écriture, le théâtre, le photolangage, ou encore d'un entretien clinique plus traditionnel, ou même des travaux de groupe, il me semble très important de remettre en marche ce travail de narration. Ce travail de narration permet au sujet de sortir aussi du risque d'assignation à une place victimaire. Une place victimaire auquel on peut aussi être assigné par loyauté à son groupe. Ce sont là des liens qui emprisonnent dans la souffrance passée, une souffrance érigée en signe d'appartenance communautaire, avec la hantise de trahir les siens, en s'autorisant une vie là où pour eux c'était la mort. L'identification mélancolique, le pacte des négatifs ne sont pas loin. Ce sont deux écueils face à un passé qui ne passe pas, y rester figé ou bien le nier. D'où l'importance de réinjecter de la fluidité dans les attachements, pour reprendre ce mot de Toby Nathan, de penser son histoire de manière moins figée, en s'autorisant un travail d'appropriation du passé, de transformation de son héritage et d'ouverture à des formes d'altérité qui peuvent permettre de nouveaux investissements. Pour conclure, je voudrais dire que l'accompagnement thérapeutique de personnes confrontées à des situations traumatiques est représentatif des difficultés de tout clinicien face à un autre en détresse. Il réactualise à la fois notre détresse du nourrisson et notre désir de réparation. Même si tout n'est pas réparable, il me semble important de dire que le clinicien incarne ce qui est toujours possible de préserver, de garder et de transmettre. Permettre le travail du deuil présuppose une rencontre avec un autre fiable, permettant de consolider les assises narcissiques du sujet et rendre possible l'investissement objectal. Outre un travail de deuil et de séparation face à la force d'attraction du trauma, c'est d'un travail d'attachement dans le sens de la restauration de bons objets internes qu'il s'agit dans une clinique du lien intersubjectif. L'important est aussi de s'approprier son histoire avec ses aspects les plus douloureux, de l'inscrire dans une trame collective et de transformer des aspects de ce vécu en ressources internes. Gagner en créativité, se reconstruire en réhabilitant l'image de soi et en renouant des liens aux autres et à son histoire,
sont des objectifs thérapeutiques importants pour des personnes qui, à un moment ou à un autre, s'étaient pensées du côté de la mort. Je vous en remercie. Merci à vous. Alors, je vais avoir une première question qui a été envoyée par quelqu'un qui suit le colloque. Question que je qualifierais de kafkaïenne. Comment empêcher les nouveaux traumatismes créés par notre bureaucratie déshumanisante? Donc, les objets réagissent. Comment empêcher les nouveaux traumatismes créés par notre bureaucratie déshumanisante et cette volonté actuelle et atroce de séparer des familles? Je souscris pleinement, hein, c'est-à-dire que c'est particulièrement vrai parce qu'on est face, par exemple, à des refoulements des migrants. On a vu, par exemple, que dans le cadre là des derniers refoulements perpétrés par l'Espagne, il y avait cette idée des mineurs qu'on pourrait accepter, mais pas les adultes. Il y a cette idée aussi, finalement, de ne pas permettre dans l'avenir des regroupements familiaux. Donc, il y a cette idée quand même de séparer. Hein, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que cette volonté de séparer des familles, c'est aussi une volonté de cliver la société dans son ensemble, cliver la société entre les autochtones, supposés autochtones, parce qu'on est tous migrants, hein, et tout enfant est métis, mais donc cliver la société entre les autochtones et les migrants, cliver la société entre des gens qui seraient donc du bon côté et ceux qui seraient du mauvais côté. Et je pense que les clivages ne s'arrêtent pas. Tout état d'exception emporte avec lui de nouveaux états d'exception, hein, dans une logique justement d'instauration d'états d'exception et d'absence de droit. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je pense que le clivage qui concerne effectivement cette séparation mineure-majeure, c'est un clivage qui se retrouve à différents niveaux de notre société. Et en général, c'est une façon d'exclure. Là où on a besoin de liens, là où on a besoin justement de co-créer des choses, on trouve à la place des logiques de discrimination. Et souvent des logiques de discrimination intersectionnelles, hein, avec cette idée finalement d'être dans plusieurs rapports de domination qui se superposent et qui font que finalement on peut subir différentes formes de domination. Et notamment, je pense que quand on est migrant, d'une religion différente, d'une couleur de peau qui n'est pas majoritaire dans les pays d'accueil, on réactive déjà pas mal d'imaginaires négatifs. Une logique de mur plutôt que de frontières. Oui, je vous rejoins complètement et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense qu'il y a cette idée de vouloir ériger des murs, d'ailleurs on le voit un peu partout. Et je rejoins aussi l'esprit de la question, c'est-à-dire que l'aspect kafkaïen de notre bureaucratie est là. Il y a plusieurs personnes qui finissent par avoir leur papier à la CNDA, mais pas à l'OFPRA. Et quand ces personnes-là ont leur papier à la CNDA, souvent c'est un peu trop tard pour eux psychiquement parlant. Ah, on me demande alors de passer à une deuxième question. Question dans la salle? Ou autre question de notre public? Alain Sautreau a une question. Merci beaucoup Alexandra pour... Christina, pardon. Christina Alexandropoulos. Je sais, vous m'avez mis à l'aise en me disant que c'était un lapsus qu'on faisait souvent. J'ai une question, après j'ai trouvé que votre présentation était très homogène, très claire, très clinicienne, on voit bien votre expérience. Il y a quelque chose que vous avez décrit un peu plus directement que les autres intervenants de ce matin, c'est la question de la souffrance des soignants. Hein. Vous dites quand même que vous livrez une expérience personnelle qui est touchante. Est-ce que... alors, quelle est votre expérience de l'aide, de l'accompagnement des soignants avec le trauma par vicariance et qu'est-ce que vous recommandez ? Je vous remercie beaucoup pour cette question et je vous remercie d'autant plus que vous-même vous êtes soignant et que donc c'est une question à laquelle vous êtes constamment confronté. D'ailleurs, je pensais plus vous demander de l'aide à ce niveau-là parce que c'est vrai que non mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on a beau faire un travail sur soi, hein, avoir aussi une pratique de supervision, pouvoir même faire partie des groupes d'intervision.
c'est-à-dire utiliser différents dispositifs, avoir mené déjà un travail analytique. Malgré tout, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est d'autant plus difficile que finalement, on a face à soi un mécanisme d'État qui ne fait pas tiers, qui n'est pas du tout du côté d'une institution protectrice. Et donc, on a l'impression justement de se battre contre quelque chose d'extrêmement compact. Hein. Par exemple, des discours essentialisants qui renferment les gens dans des catégories, une absence de volonté de donner des moyens à l'éducation ou à l'hôpital. Et donc, face à ça, c'est-à-dire face à un manque de volonté politique de venir en aide aux plus fragiles, on se sent assez démuni. Après, je pense que on parlait avec d'autres personnes, c'est toujours précieux. Pouvoir bénéficier aussi d'autres regards, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et par exemple, aujourd'hui, dans votre présentation, j'ai trouvé des outils qui me permettront de penser aussi ma pratique et d'essayer de trouver d'autres moyens d'élaboration. Mais bon, le constat est là, hein, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est assez compliqué. On est démunis, en partie. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Alors, y a-t-il... Oui, venez, madame. Merci beaucoup. J'avais une question sur le temps. Comment est-ce que vous faites avec le temps que j'imagine assez long de la thérapie et de l'accompagnement et le temps que j'imagine assez court de devoir avoir des papiers, se loger, avoir une vie et comment ces deux temps s'accordent avec du coup le temps, et l'extérieur et l'administration kafkaïenne qui peut faire revivre les traumatismes et donc potentiellement ralentir la thérapie. Voilà, comment est-ce que vous gérez ce temps ? Merci beaucoup pour votre question. Alors la notion du temps est très importante parce qu'effectivement on a l'impression que les personnes qui sont en situation de demande d'asile doivent attendre très très longtemps pour que leur démarche soit faite, un temps d'attente qui est vécu comme étant insupportable, et en même temps, on a l'impression que tout doit se faire dans l'urgence. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut perdre son logement, on peut se retrouver dehors, il y a plein de choses qui peuvent se faire très très vite. Par exemple, un patient qui a été débouté dans sa demande d'asile et qui s'est retrouvé dans la rue, en sachant que c'est une personne qui avait été torturée, qui avait vécu des choses horribles et qui n'a pas réussi à en parler devant les juges à la Cour nationale du droit d'asile. Et donc, d'un côté, une extrême urgence, et de l'autre, une temporalité qui se prolonge. Et dans les deux cas, un paramètre commun qui rejoint aussi ce qu'Alain avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose du côté de notre passivation. En tant que soignant, on a l'impression de ne pas y pouvoir grand-chose, et le patient lui-même, par rapport à cette temporalité-là qui lui est externe, il n'a pas l'impression non plus de choisir grand-chose. Donc on partage, si vous voulez, un vécu de passivation. Alors, de mon côté, ce que j'ai pu essayer de faire pour restaurer quelque chose de mon intériorité et d'un espace possible de rencontre avec l'autre, c'est que, par exemple, toutes les personnes que j'ai commencé à accompagner dans un centre d'hébergement d'urgence, mais où finalement les gens sont restés quand même 2-3 ans, hein, donc vous voyez, même le terme de centre d'hébergement d'urgence prête à confusion, j'ai continué à les suivre après, hein, c'est-à-dire que c'était plus, bien sûr, dans les centres d'hébergement d'urgence, mais j'ai continué à les recevoir. Et je continuais le travail, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire en sorte que la temporalité du travail clinique puisse s'émanciper de la temporalité de leur séjour en centre d'hébergement ou encore de leurs contraintes administratives. Il y a eu des fois où cela n'a pas été possible, notamment quand les gens étaient envoyés dans une autre région. Mais là encore, j'ai essayé de continuer à avoir des contacts téléphoniques réguliers. Donc de mon côté, j'ai essayé d'être en position de Nebenmensch, hein, l'autre secourable, l'autre proche, faisant l'action spécifique. Après, on fait ce qu'on peut, hein, c'est-à-dire qu'on est face à des limites. Bien. Et je parle beaucoup. Je suis obligé de vous arrêter. On attend Paula Jacques, mais on vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup à vous. Merci.